Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Voici venue une cuisinière que j'espère à ce micro depuis un moment, mais Georgiana Viu est une chef dynamique et il n'est pas facile de la trouver immobile. Elle a quand même décidé de se poser un peu, histoire d'écrire un livre, par exemple, le bien nommé Oui Chef, du Bénin à l'étoile Michelin, itinéraire d'une battante. C'est aux éditions Michel Lafon et dit comme ça, itinéraire d'une battante, je sais pas. Je me demande justement ce que c'est, moi, une battante. Et devinez quoi ? Georgiana a décidé de prendre le temps de me raconter. Et vous allez voir que le titre ne ment pas. Et je suis content qu'on se pose et qu'on décrypte sa trajectoire dans ce qu'elle a de plus intime et de plus personnel. Car vous le savez, ici, on aime savoir ce qui fait un chef, comment les carrières se construisent. Et la fibre d'une cuisine, elle trouve souvent ses racines dans la personnalité de celui ou celle qui l'a fait. Alors oui, Georgiana est une battante. Elle a grandi au Bénin, elle ne manquait de rien, mais rien ne lui a été offert ensuite, et elle a dû surmonter pas mal d'épreuves pour avancer déjà, et pour parvenir un jour à devenir la chef qu'elle est. Car non, elle n'a pas appris la cuisine à 15-16 ans, non pas du tout, elle a démarré sur le tard, elle a été révélée par une émission de télé, Masterchef, un concours de cuisine d'amateurs. Rien de tout ça ne garantit une réussite en cuisine, sauf qu'elle s'est accrochée, et qu'aujourd'hui, à Nîmes, elle voit la vie en rouge, du nom de son restaurant, de la couleur du guide aussi, qui lui a confié une étoile, rouge donc, comme la passion qui l'anime et qui lui permet de continuer à voir toujours plus loin. Moi, je suis David Ordonneau, ce podcast, il s'appelle Chef, et là je suis bien heureux de vous faire entendre un récit de vie tout en contraste, ombre et lumière, avec une figure connue du grand public et reconnue aujourd'hui par ses pairs, qui va dire sans filtre ses réussites, mais aussi les obstacles auxquels elle a dû faire face. Qui va raconter les grands jours dans la lumière et les plus sombres, à déprimer dans son canapé. Et c'est aussi là la preuve qu'on peut devenir chef de bien des manières, et qu'on peut partir après, et mettre du temps, et tomber, douter, se relever, et finalement gagner. C'est peut-être ça d'ailleurs la définition d'une battante, une figure qui se bat pour finir coûte que coûte dans la lumière, quitte à devoir plonger dans la pénombre, toucher le fond pour remonter, se battre en somme pour exister telle qu'elle est. Souvenir d'un échange qui s'est joué comme une tendre joute. Je vous laisse donc découvrir une histoire et un tempérament hors du commun. Il y a du rythme et de l'énergie, alors écartez-vous. Voici Georgiana Viu. Vous employeriez quel mot pour définir votre cuisine, celle que vous proposez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirais que je fais une cuisine qui me ressemble de plus en plus. Elle est métissée. C'est le mot que j'emploie souvent en ce moment. Métissée comme moi, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de mes différentes origines, elle se nourrit de mes terres d'adoption, elle se nourrit de mes voyages. Et alors, ça peut être une technique, ça peut être un goût, ça peut être un ingrédient, ça peut être le mélange de tout ça. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, je ne faisais pas la même cuisine. Il y a 5 ans, avant d'arriver à Nîmes, ma cuisine avait évolué et ce n'était pas la même que celle du début et pas celle d'aujourd'hui. C'est ça que je veux parler. Ça s'affine. Est-ce que c'est affiné ? Ça change. Ouais. Moi, je me suis pas affinée avec le temps, je me suis épaissie, donc. Mais bon. Mais ça passe par quoi, justement ? Non, ça passe par... Ça passe par de la... Pardon, je vous ai coupé, mais ça passe par de l'information. L'information, ça peut être de la formation, ça peut être des expériences, ça peut être de la lecture, ça peut être d'aller goûter quelque part, ça peut être... etc., etc. Donc, c'est une information que vous allez recevoir et qui vient, du coup, enrichir votre base de données. Les mots sont pas très beaux, base de données, information, etc. Mais pour moi, ça marche comme ça. Il y a 15 ans, je connaissais moins de produits qu'aujourd'hui. Donc, au plus vous élargissez comme j'imagine pour un peintre ou un artiste, vous allez élargir votre gamme, votre palette de couleurs. Et puis, à un moment, vous allez dire, OK,
Maintenant que j'ai expérimenté toutes ces couleurs, eh bien moi je veux rester dans le blanc et le noir. Moi je veux faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ou je vais plutôt être sur des notes de vert et décliner ça, etc., etc. Et pour moi la cuisine c'est un peu ça. Je refuse l'idée d'être dans une espèce d'entonnoir, de couloir ou de cadre qui dirait voilà je fais telle cuisine et donc je suis bloqué, je peux plus en sortir. Je préfère que les gens s'imaginent que quand ils vont venir manger chez moi, eh bien, ils sauront jamais à quoi s'attendre. Des fois, ce sera très empreint de Marseille, des fois très empreint du Bénin, des fois très empreint du Gard en ce moment, ou peut-être avec des notes un peu asiatiques. Je ne pars pas partout dans le monde, mais il y a quand même, il faut l'avouer, une forte identité du goût. Dans le sens, j'aime les choses corsées, j'aime les choses qui ont du goût. Je pense que c'est pour ça que Marseille, je me suis sentie chez moi direct. Hier, par exemple, à table, il y avait un groupe à qui j'ai refait, parce qu'ils le voulaient, dans le menu, j'ai intégré un plat qu'on faisait il y a 2 ans. C'est un plat à base de rouget, de boudin, d'affinity, c'est ce qu'on appelle la moutarde africaine, mais ça n'a rien à voir avec la moutarde, et un jus de tête et d'arête de rouget. Mais le jus, il est très corsé, quoi. Alors tout le monde a trouvé ça bon, et j'ai dit tant mieux, parce qu'ils n'étaient pas tous du Sud. Mais c'est hyper marqué. Mais c'est très marqué, en fait. C'est presque, tu te demandes si c'est salé, il y a le goût de la mer qui est très, très intense, et le goût des tripes et tout, enfin, c'est quelque chose de très puissant. Voilà, moi, les goûts que j'aime, en fait. Mais tout n'est pas comme ça. Attention, dans le menu, il faut quand même un peu de... Le point commun, c'est que je fais attention à ce que les choses aient du goût. Voilà. On dirait que vous atteignez aussi une forme d'efficacité quand vous le décrivez. On dirait que vous prenez plaisir aujourd'hui parce que justement vous avez cette bibliothèque un peu plus élargie, parce que vous avez appris, vous êtes informé, à atteindre des choses que vous voudriez, une cuisine que vous voudriez atteindre plus facilement. Peut-être là où il y a 15 ans c'était peut-être un petit peu plus flou, où il y avait peut-être moins de référents. Là, on dirait. Je sais même pas si c'était flou en fait. C'était surtout l'idée de se faire accepter. Il y a 15 ans, j'avais encore le syndrome de l'imposteur qui m'habitait bien. Et là c'est bon là. Je reproduisais. Non, ça va, ça y est, je peux enfin dire. Il est parti. Je l'ai refilé à quelqu'un d'autre. Non, mais il y a 15 ans, j'avais vraiment, ça me tenait à cœur de montrer aux gens avec qui je vivais, enfin, je veux dire, le peuple avec qui j'étais, que je savais faire leur cuisine, montrer. C'est une forme aussi d'intégration. Peut-être que j'avais tort de penser comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Donc, j'étais beaucoup dans la reproduction des peu de choses que j'avais apprises, que ce soit dans les livres ou dans les stages que j'ai pu faire. Et petit à petit, dans mon deuxième lieu, j'ai commencé à m'autoriser certaines choses, tester, voir les réactions des gens, etc., etc. Puis après, il y a eu, voilà, des pauses, des endroits où j'ai travaillé où forcément on me demandait pas mon avis, j'avais un cahier des charges, donc forcément ça met une pause aussi dans votre, je sais pas s'il faut appeler ça processus de création, mais voilà. Et puis j'arrive à Nîmes et là on me redonne carte blanche, donc je refais un peu ce que je sais faire, mais ce que je savais faire au tout début, ce que j'ai fait un peu au milieu. Et puis ça coince un peu par moment. Il y a des gens qui viennent manger en disant oui, c'est pas abouti, d'autres qui viennent manger en disant on n'a pas du tout aimé, d'autres qui disent c'était génial. Donc il faut après faire la synthèse de tout ça, rentrer en soi et puis maintenant dire OK, qu'est-ce que je fais? Et ce que moi j'ai fait, c'est que je me suis débarrassée un peu de tout. Du syndrome de l'imposteur, je me suis débarrassée de plein de choses, je me suis dit voilà, qu'est-ce que moi j'aime? Moi j'aime le produit. Moi j'aime pas les assiettes où il y a 36 000 choses dedans. Et ça tombe bien, je ne sais plus qui c'est qui disait que 3 ingrédients, c'est le maximum dans une assiette. Donc, ça m'a bien arrangé. Et j'ai essayé de faire ça. Et ça me plaisait bien et ça a bien marché. Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne? Si on remonte le fil et qu'on essaie de le reprendre au tout début, aux origines, en l'occurrence, est-ce que vous pouvez nous décrire l'environnement dans lequel vous avez grandi, celui dans lequel se trouvent vos racines, en l'occurrence? Bon, enfin, David, vous n'avez pas lu le livre? Mais je suis là pour que vous le disiez. Dans mon souvenir, en tout cas, le souvenir de la petite fille, même avec le recul, enfin, c'est un environnement où moi j'étais vraiment bien, joyeuse, apaisée. Je n'ai manqué de rien. Mais il y a des gens qui n'ont rien et qui estiment aussi qu'ils ne manquent de rien. Moi j'avais tout et je ne manquais de rien non plus. Vous voyez ce que je veux dire?
j'avais l'amour, j'avais le confort. Mais quand on est enfant, on se rend pas compte du confort dans lequel on est, c'est ou son pas référent, d'ailleurs. c'est ses référents. Voilà. Donc non, moi j'ai des souvenirs de joie, d'amour, de rythme. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que moi j'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère et une de mes tantes dans la même maison. Après les oncles et les tantes, on les voyait souvent, mais du rythme. C'est-à-dire que le matin on se lève, nous on devait se préparer pour aller à l'école, elle se préparait pour aller au boulot. Le midi on rentrait, il fallait manger, et puis ensuite reprendre une douche, repartir. L'après-midi il y avait ce qu'on appelle le répétiteur qui venait, qui faisait des devoirs. Elle rentrait du boulot, elle allait à l'église, elle faisait ci, elle faisait ça. Du rythme, tout le temps du rythme, tout le temps du rythme. Et même les week-ends où c'était censé être un temps de pause, eh bien, il y avait quand même du rythme. On allait chez le coiffeur, on allait à la piscine, on prenait le temps sur la terrasse de raconter. Enfin, il fallait faire, il y avait des... On faisait, tout le temps, on faisait. Voilà. Quand on ne faisait pas, ce qu'on était allongé dans sa chambre en train de se poser. Mais voilà. Mais un rythme pas un rythme pas un rythme gênant, quoi. Pas un rythme qui prend la tête, non. Non, il y avait une cadence. Une cadence. Voilà, une vie cadencée. J'ai le souvenir d'une vie cadencée, un environnement. Enfin, Cotonou, c'est une ville assez plate dans le sens, il y avait pas, en tout cas à mon école, trop de buildings, de choses comme ça. J'aimais beaucoup ma ville aussi. J'aimais beaucoup l'école où j'allais. J'étais au lycée français. Après, j'ai fait le collège de l'Union aussi, mais moi, franchement, j'avais, ouais, non. Ça roulait. Ouais, ça roulait. J'avais, ouais, de temps en temps, en regardant certains films et tout, je me disais, oh, j'irai bien là. Mais sans plus, quoi. Une fois que j'ai rentré chez moi, j'étais trop contente d'être chez moi. Enfin, ça roulait. C'était quoi les goûts qui vous reviennent quand vous repensez à cette période-là? Est-ce que la table avait son importance et quelle place elle avait? Ah oui, la table avait beaucoup d'importance. Déjà, je vous dis, tous les midis, nous, quand on rentrait, les plats étaient prêts. Il y avait toujours une casserole de riz, quel que soit le menu. Les parents mangeaient pas toujours. Enfin, quand je dis les parents, je pense à ma grand-mère, ma mère. Elle n'était pas toujours là à midi pour manger avec nous. Et des fois, quand on avait le droit d'aller au siège de ma grand-mère, où il y avait aussi un petit coin avec la cuisine, un petit salon, etc. Par contre, quand on mange pas sur le pouce, quoi. On s'assoit, on se pose et on mange. D'accord? Et plus tard, moi, dès que j'ai pu, j'aimais bien prendre mon assiette et aller me poser dans le canapé et manger. En fait, j'aimais bien faire aussi les choses un peu interdites. Donc, voilà. Mais non, le temps du repas, c'était un temps important. Une cuisine de produits, déjà, je trouve. Moi, j'ai expérimenté toute la cuisine traditionnelle béninoise dans mon foyer, quoi, en fait. Parce que on mangeait tout le temps des choses différentes. Il y avait des choses qui revenaient, mais on mangeait vraiment plein de plats, les pieds de bœuf, le gombo, le crin-crin, c'est des feuilles de molokia, la sauce de poisson rouge, les crabes, enfin, plein de choses, le menthe, enfin, les ragoûts de feuilles et tout ça. Plein de choses. Ça, c'est la première chose. Les goûts que j'ai, ben, c'est tous ces plats tradis, mais en règle générale, je dirais c'est le goût de l'ail déjà, le goût du gingembre, le goût du poivre, le goût de l'oignon, parce que c'est un peu la base de la cuisine béninoise. La tomate en sauce, en espèce de rougail, là, le moyou, etc. Donc plutôt des choses de l'ordre du condiment finalement, des choses qui vont venir relever, contraster. Ouais, du condiment ou des fois c'est en soupe. Ouais. Et après il y a tout ce qui est fumé, braisé. Il y a beaucoup ça en fait. Moi, et ça c'est un goût qui fait vraiment partie de moi, quoi. À la base, les gens faisaient ça pour, je pense, conserver, parce que j'imagine que des années en arrière, tout le monde n'avait pas accès à l'électricité. Encore aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un frigo, payer une facture d'électricité. Donc, on fume, on frit, on fait fermenter, on met au sel, etc. Donc, tous ces goûts-là font partie de moi. C'est pas des goûts que moi je découvre aujourd'hui, quoi. Ouais. Il y avait du monde souvent autour de la table, c'était des tablés. En semaine, non. Mais dès qu'il y avait une occasion, ouais. Dès qu'il y avait une occasion, ah ben là, tout le monde débarquait. Ça pouvait être juste se fêter le week-end, sortie de messe, on dit bon allez, on va tous chez grand-maman. Et c'était un peu la maison familiale, quoi, là où moi j'habitais. Donc voilà, un frère de ma mère ou une de ses sœurs qui va débarquer avec ses enfants, et boum, d'un coup la table s'élargissait. Ouais. Mais nous, on était quand même minimum 6 à table de toute façon. Ça fait déjà une bonne petite table. Exactement. Donc ça, toutes les communions, les baptêmes, les choses comme ça, ben, c'était souvent chez ma grand-mère aussi. Donc, enfin, en tout cas pour la fratrie proche. Et ça, c'était vraiment l'occasion d'avoir plein de gens dans la maison. Ouais. Et moi, j'aimais cette espèce d'ébullition. Ça se voit quand vous l'évoquez. Ah ouais. Non, mais j'ai des images qui me reviennent, quoi. C'était toujours des choses différentes du quotidien. Au quotidien, on avait le frigo, on avait les cuisines, ok.
Mais là, on mettait des tonneaux, on foutait plein de glace dedans. Ils allaient chercher, il y avait des sociétés qui vendaient des glaçons, des pains de glace qu'il fallait casser, mettre dedans, mettre les bouteilles de soft dedans. Après, il y en avait d'autres avec des bières. Après, il y avait ceux qui ramenaient les bêtes. Il fallait les tuer derrière la maison. Moi, j'allais regarder ça. Après, ils leur brûlaient la peau. Ils les faisaient gonfler, les moutons, pour pouvoir bien les raser. Et puis après, ils les redégonflaient. Ils récupéraient les entrailles. Il y a celui qui s'occupait des entrailles, l'autre qui faisait les braisés, l'autre qui faisait les sauces, etc., les poulets, les légumes. Ah ouais, et il y en avait partout. Bim bam boum, en 2 secondes, tout était prêt, quoi. Ouais, c'est dingue quand même, parce que c'est un spectacle qui est particulier et qui est pas forcément commun. Alors, c'était pas non plus tous les mois, hein, attention. Oui, non, mais j'imagine. Mais bon. Quand ça arrivait, moi, j'étais comme une dingue. Ah, j'étais comme une dingue. Et puis après, il y avait toujours Noël, Pâques, des choses comme ça. Alors souvent, les gens me disent, qu'est-ce qu'on mange à Noël au Bénin? Qu'est-ce qu'on mange? Et en fait, je sais pas répondre. Parce que nous, ça dépendait, en fait. Ça dépendait. Et puis ma grand-mère, elle aimait toujours dire, bon, pour les occasions spéciales, on fait un peu les plats que tout le monde aime manger. Donc toi, si tu aimes les pieds de bœuf, il y en aura. Toi, si tu aimes l'agneau braisé, il y en aura. Si tu aimes... Ça fait plaisir à tout le monde. Et puis à côté de chez nous, il y avait des voisines, qui sont toujours des copines aujourd'hui. Et elles étaient du Nord. Et donc le Nord, une des spécialités, c'est l'igname pilé. Ah, ça j'adorais. Et en fait, c'est de l'igname qu'on fait bouillir, c'est une racine, un tubercule. Et une fois que c'est bouilli, on met ça dans un grand mortier. Et avec le pilon, on pile. Jusqu'à ce que cet igname, qui ressemble à une pomme de terre bouillie, finit par avoir la texture d'une polenta un peu. C'est incroyable. Et il faisait des sauces et tout. Donc ça, quand j'entendais comme ça, oh là là, je courais. Il y a un truc que d'ailleurs je dis pas dans le livre, des fois, on avait un balcon filant. Et quand on prenait le balcon, on pouvait passer sur un toit et se retrouver dans l'autre côté de la maison en passant par la fenêtre. Mais ma mère, je crois qu'elle sait pas qu'on a. Oui, il veut pas avoir d'ennui. Hein. Pas d'ennui. Garde le secret. Ça me revient, ouais. Ça me revient. C'était fou. Il y a de la liberté, en tout cas, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de joie et de quelque part, liberté dans ce que vous écrivez. C'était cadré, c'était très strict, une éducation stricte et dure, mais en même temps avec une grande liberté. Ouais. Oui, il y avait une confiance dans chacun, il y avait pas... Et alors, on n'avait pas, la maison était grande, mais elle était sur 2 niveaux, 1 niveau, 2 niveaux, mais il n'y avait pas de terrain en tant que tel. Mais ma grand-mère, qui avait la main très verte, avait quand même réussi à aménager un petit jardin, quoi. Joli. Donc ça aussi, c'était sympa de déambuler entre les plantes et tout ça. Surtout qu'elle leur parlait. Donc c'était rigolo. Ouais, c'est un petit théâtre. Vous parlez d'un petit théâtre, là, le petit théâtre de votre enfance, mais il y avait pas mal de petites choses à vivre, à faire. Comment vous vous projetiez? Souvent, quand on est à cet âge-là, si on n'y pense pas soi-même, les autres nous le demandent. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ou est-ce que vous y pensiez? Là, vous parliez aussi des années d'après, du collège et tout. Comment vous vous projetiez dans votre avenir à cet âge-là où on pense surtout à... Je pensais beaucoup à être première de la classe. Je bavardais beaucoup. Donc, mais bon, ça n'entachait pas trop mes notes. J'ai pas été souvent première, mais je pensais surtout à être première de la classe. Et puis très tôt, je ne sais plus comment, j'ai eu envie de Londres, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré une dame, Carole, qui était déjà traductrice ou interprète. Et puis en parlant, en discutant, je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Et après, ça m'a plus jamais quittée. Donc j'avais quand même une facilité pour les langues. Et donc, j'ai gardé ça en tête. Et une fois que j'ai eu le bac, ma mère, elle a dit, non, mais il faut que tu fasses des relations internationales. Je sais même pas d'où elle a sorti ça. Relations internationales. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour lui faire plaisir, je me suis inscrite et en droit et en anglais la première année. Mais évidemment, je suis pas allée en cours de droit. Bravo. Et là, c'était quoi, du coup, le programme? Le programme, c'était de faire juste mes cours d'anglais, d'avoir une licence et après de partir, la ligne que vous aviez envie de... Ouais, voilà. Oui, parce que j'avais pas de sous. Et comme elle a pas voulu m'envoyer à l'étranger, j'ai dit, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je vais pas perdre d'année. Mais j'ai commencé à travailler du coup dans une chocolaterie qui venait d'ouvrir. Et j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté, mais bon, j'ai jamais su faire ça. Donc, dès que je récupère le salaire, j'en bouffais la moitié. Je me disais, bon, le mois prochain, je vais en mettre un peu plus de côté. Bref, j'ai quand même dû me faire aider pour partir, quoi. Voilà. Non, mais il faut dire ce qui est. C'est drôle. Mais finalement, vous êtes parti. Et finalement, je suis partie. Mais comment ça a été pris? Parce que c'est toujours un truc. Ma mère de était pas repartir. contente. Ah bah ouais. Elle était pas contente, mais quand je pars, quand même, elle m'a fait une petite tenue, elle m'a mis 2-3 trucs à manger dans la valise et tout ça. Je me rappelle être allée voir son mec de l'époque, là, à son cabinet, qui m'a dit, mais tu te rends compte ce que tu fais à ta mère et tout. Je dis, bah oui, mais non, mais je vais vivre ma vie.
Et elle, je lui ai dit, mais tu sais, tout va bien se passer, je veux pas me droguer, je veux pas être après toutes les tares des blancs, quoi. Non, mais parce qu'elle se disait, mais elle, je pense que ma mère devait déjà, je lui ai pas posé la question, mais je pense qu'elle devait ressentir déjà le fait que j'avais cette soif de liberté, ou en tout cas, cette D'aller voir liberté loin, m'habitait déjà, et que Ouais. j'avais pas je ne me mettais pas de frein, quoi, pour faire les choses. Et que donc, sortie du cadre familial ou même du cadre, Ouais. C'est pas très rassurant, on peut se dire, oulala. ben oui, on se dit, mais ma mère, c'était ça, sa hantise, c'est que je me perde dans tous les vices ou toutes les choses qui vont me tenter, que je ne sache pas faire la part des choses. Comment vous l'avez vécu, vous, le départ? Parce que là, on se parle surtout des autres et de la manière dont ils peuvent l'appréhender, de la crainte. Moi, je savais pas à quoi m'attendre, à part ce que j'avais vu dans les films. Et en plus, les films que j'avais vus, c'était des années enfin, c'était des films qui s'est déroulé dans une période qui était pas celle où j'étais Ouais, donc en c'était même révolu, temps voilà. Non, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais quand vous arrivez, ça vous fait quelle impression? Enfin, quel est l'environnement? Déjà, j'ai froid. Parce que tant que t'es dans l'aéroport, ça va. Mais en fait, quand on m'a récupéré en voiture, et quand je sors, j'ouvre la fenêtre et waouh, et je la referme. Il faisait froid, c'était en septembre, mais je trouvais qu'il faisait atrocement froid. Et puis, je trouvais le paysage, c'est les routes et tout ça, c'était assez rigolo. C'est pas comme chez nous. Ouais. Et on s'habitue vite après, hein. Mais c'était très bizarre. Et puis, il faut savoir qu'il y avait il y a des Ivoiriens qui avaient déjà fait des chansons sur des trucs, donc genre, notamment sur quelqu'un qui prenait l'escalator et qui savait pas comment s'y prendre et tout. Donc, il y avait 2-3 trucs comme ça où je me disais, fais gaffe quand tu vas y aller. Voilà. Et après, c'était aussi des espèces de tics de langage. Tu vois, on dit une paille. Au Bénin, on dit pas une paille, on dit une pipette. Je crois qu'on dit pipette, non, je sais plus. Mais du coup, je sais plus comment on dit. Ouais. Mais ici, on dit paille. Ouais. Les crêpes, c'est des tennis. Ah, drôle. Ouais, quand on dit des crêpes, ça peut être la crêpe qu'on veut manger, mais les crêpes, souvent, ça désigne des chaussures D'accord. plates, là, un peu genre Ben Simon, là. Ouais. Voilà, ça, c'est des crêpes. C'est drôle. Donc, des fois, il y avait des choses que je disais, et pourtant, j'étais cultivée, j'avais fait des études, mais Oui, mais c'est les des gens me regardaient, genre, particularités de quoi tu parles, en fait? Ben, je sais pas. Passe-moi mes crêpes. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais. Tu vois, les tapettes, c'est les tongs. Ah, drôle. Hmm. Et vous allez faire quoi, du coup, des premiers temps? Est-ce que ça Je correspond me à suis ce que vous... inscrite à la fac. Est-ce que ça correspond? Oui et non. C'est un tout petit peu mieux arrangé, la fac, on va dire, mais c'est toujours 150-200 personnes dans la même pièce, dans un amphi, quoi. Les profs, pareil. Enfin, voilà. Mais la vie, elle vous surprend ou pas du tout? Moi, j'adore c'est Paris exactement... tout de suite. Ah ouais, ça... Ah oui. Moi, c'est tombe amoureuse de Paris. Ah ouais. Ah oui. Des gens qui font la tête, de la pluie et du Bon, froid. je les vois pas. Ah, mais je les vois tellement pas. Moi, je ne vois que tout ce que je vois. L'architecture, tout de suite, me parle. Les bistrots, allez m'asseoir. Chez nous, on appelle les wai-wai, là. C'est quand vous êtes assis quelque part et puis vous regardez les gens qui passent. C'est ça que les wai-wai. Ça veut dire les passe-passe. Eh ben, je pourrais m'asseoir des heures et regarder les wai-wai. Ah ouais. Je regardais la coupe des gens, les fringues des gens, à Beaubourg, là. Au lieu d'aller dans la bibliothèque, moi, j'étais assise en bas dans un bar en train de regarder les gens qui passent. Ça me fascine. C'est un truc que je fais encore un peu maintenant. Dès que je m'assois, je regarde les gens passer. Je trouve que ça dit beaucoup, des fois, d'une société, d'une culture. Ouais. On perçoit des choses. Ah oui, en 1 heure, tu vois passer des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des moins vieux, la manière dont ils sont habillés, etc. Faites ça à Londres. Faites ça, même, prenons pas des villes de notre pays. Faites ça à Lyon, faites ça à Paris, et faites ça à Clermont-Ferrand. Ouais, on va saisir un truc. Complètement. Comment ça va s'écrire après, du coup? Parce que vous n'avez pas passé des années à regarder les wai-wai. Non, je vais pas passer des années à regarder les wai-wai. Ben, très vite, je suis inscrite, très vite, je me fais des copines, très vite, je me heurte un peu aussi à des gens qui sont là. Bon, moi, j'avais pas mal de cheveux avant, et puis un jour, je décide de les couper. Des fois, j'ai des nattes, des fois, je n'en ai pas. Et très vite, je sais pas pourquoi, ma capillarité a commencé à être le sujet de 2-3 discussions. Bon, j'ai vite coupé court, hein. Donc, des fois, je mettais aussi de temps en temps des perruques quand j'ai commencé à me raser la tête. Mais du coup, voilà, il y avait ça qui faisait un peu la différence avec les gens. Après, moi, je me suis sentie très vite aussi isolée. Parce qu'en réalité, je suis arrivée, je me suis réinscrite en troisième année. Les autres, ils avaient fait première, deuxième année, troisième année, là. Ils avaient fait Erasmus, ils avaient fait des choses. Donc, leur niveau était tellement haut par rapport au mien. Et je me suis sentie... moins bonne, quoi, alors que moi j'étais toujours dans les bons avant. Donc il y a tout ça avec lequel je devais me battre. Et l'idée c'était quoi, de rattraper ce retard, ou il y a eu un truc mais de vous dire... complètement. Ah non, de rattraper le retard. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 jeunes femmes et un jeune homme incroyables.
dans ma promo et qui venait à la maison et avec qui je bossais pas mal. Mais le souci, c'est que en même temps, j'avais cette histoire d'amour avec le père de mon fils aîné, qui ça marchait pas bien. Voilà, et lui, il était en Allemagne, il était à Dortmund. Et puis tout ça, ça me perturbait. Et bref, je vous la fais courte, mais je tombe enceinte, quoi. En fait, non, on se sépare. Septembre de l'année d'après, août de l'année d'après, et en novembre, je réalise que je suis enceinte. Entre-temps, j'ai pas validé mon année. Il faut que je repasse des modules. J'ai cramé toutes mes économies. J'ai pas beaucoup bossé à côté. L'inscription, c'était compliqué. Enfin bon, bref. Donc, je me retrouve dans une situation très vite. C'est la dégringolade, quoi. Et c'est ça le souci aussi dans les pays occidentaux, je pense, c'est que dès que tu n'as plus de rentrée financière, si tu ne fais pas attention, tout tombe. Alors, si déjà les rentrées n'étaient pas énormes, alors là, ça tombe encore plus vite. Tu peux très vite te retrouver en déchéance, quoi. C'est dur, vous dites quoi? Parce que moi, je pense du coup à la famille qui est restée ou à votre maman qui s'inquiétait. Ah bah oui, mais ma mère, déjà, elle n'était pas au courant de tout ça tout de suite. Ah ouais. Et donc, moi, je pense à eux, mais en me disant, mais jamais je peux le dire, en fait. Ouais. Et j'ai même pas envie d'appeler, de demander de l'aide. Ouais. Parce que j'avais encore ce truc en tête. Si tu veux partir, c'est à tes risques et périls. Ouais. Et je pense que si j'avais demandé de l'aide, j'aurais eu. Mais je me suis entêtée et je me suis bien enfoncée. Ouais. Comment on sort de ces périodes-là? Petit bout par petit bout, sujet par petit sujet. Petit bout, petit sujet par petit sujet. Et puis en fait, dès que tu as l'impression que tu es en train de sortir d'un truc, tu as encore autre chose qui te tombe dessus. Parce que moi, naïvement, voilà, hein, donc le bébé, je le garde, forcément. Hein, j'ai fait un déni de 5 mois, donc j'allais pas enlever un bébé qui était déjà complètement formé dans mon ventre. Je le garde. C'est une très bonne nouvelle, en fait. Au début, c'est un choc. Et puis, ça me prend un mois à intégrer. Du coup, après, il me reste 3 mois de grossesse. Je prends quand même 45 kilos en 3 mois. C'est fou. Et une fois que c'était intégré, voilà, et il est arrivé. Et c'était vraiment la chose... Pour moi, c'était comme une aubaine, alors qu'en réalité, ça a stoppé tous mes plans de carrière et tout. Il y a comme une forme de renouveau, peut-être. Ouais, je sais pas. Et puis, j'étais plus seule d'un coup, même si le père a pas voulu revenir. Enfin, bon, franchement, avec mon bébé, j'étais bien. Mais bon, force était de constater que, eh bien, je n'étais plus totalement libre de tous mes mouvements, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, il a fallu... Mais là, j'ai découvert que il y a des assistants sociaux. On m'a dit, mais tu sais, tu es allé voir une assistante sociale? Ah non, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qui n'existaient pas chez nous à l'époque. Ah, mais il y a des allocations familiales. Ah bon, mais non, mais même c'est? nous, tant qu'on n'y est pas confronté, c'est un monde. Hein, oui, mais moi, pendant 1 an, avec mon gamin, j'ai eu droit à rien. Quoi, en fait, vous saviez pas. Je travaillais pas, j'avais pas d'argent. Je travaillais, j'avais de l'argent. Et je savais pas. Donc ça m'a un peu aidé. Et après, tu mets une jambe devant l'autre, et puis surtout à un moment, tu t'arrêtes, et puis tu prends une feuille blanche, et tu dis, ok, c'est quoi le point? Colonne gauche, l'état des lieux, et colonne droite, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Eh ben, est-ce qu'on retourne à la fac? Compliqué. Est-ce qu'on va travailler? Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et dans ma tête, toujours quand même, je me disais, mais en fait, je peux rien faire d'autre que interprète de conférence, quoi. Du coup, jamais question de revenir en arrière. Non. Jamais. Ah non. C'est pas une option. Au Bénin? Par exemple. Ah non, moi je suis partie pour faire un truc. Oui, mais bon. Je peux pas revenir sans le truc. Je peux pas. Et d'ailleurs, la grand-mère de mon fils, sa grand-mère paternelle, quand je l'ai appelée pour lui dire, je suis enceinte, elle m'a dit, c'est ce qu'on vous a envoyé faire là-bas, ça. Enfin, la traduction littérale, quoi. En gros, est-ce que c'est ce pourquoi on t'a envoyé en France? J'ai dit non, mais merci beaucoup. Bon, on s'entend bien, hein, mais je peux comprendre aussi le choc, quoi. C'est pas quoi. la chose la plus classe qu'elle ait dite, mais oui. Non, voilà. Mais c'est toujours c'est le choc aussi. C'est que elle se dit, attends, mais elle est enceinte, et mon fils, et quoi, et comment, ils sont mariés. Enfin. Donc, bref. En vrai, je me dis, je vais faire un boulot qui va me permettre de garder mon gosse. Parce qu'à un moment, je devais le déposer chez quelqu'un que je payais. Moi-même, aller travailler. Et finalement, ce que je gagnais, ce que je payais à l'autre. Servait à garder, ouais. Voilà. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve un truc qui fasse que je puisse m'occuper de lui et m'occuper de travail en question. Et le babysitting s'est avéré être une évidence.
J'en avais déjà fait un peu quand j'étais à la fac, donc du coup là j'ai trouvé une autre famille qui a été incroyable dans ma vie. C'est des amis aujourd'hui, les enfants je les considère comme les miens. Et voilà, je les ai gardés pendant presque 3 ans jusqu'à ce que Steven commence l'école. Et du coup, vous gardiez et votre enfant et Léla. Et les leurs. Alors les 2 grands allaient à l'école et la petite et mon fils, je les gardais toute la journée. Ils ont grandi ensemble un petit peu les premières années, quoi, du coup, quoi. Ah oui. Ah, c'est drôle. Ouais, j'ai des photos. Moi dans ma chambre, j'ai des photos de mes enfants et j'ai des photos de Emma, Nicolas et Antoine. Et après, du coup, là, petit à petit, j'imagine que on se reconstruit, on se refortifie, voilà. Complètement. Ouais, on lit un peu, quoi, en se disant, j'essaye de pas tout oublier. Ouais. Non, vraiment, je me suis isolée de tout le monde. Ma vie, c'était les 4 enfants et les parents. Je partais en vacances avec eux. Enfin. Ouais. Voilà. Mon fils, son père venait le chercher pendant les vacances. Enfin, c'était que ça. Ma mère, je l'appelais de temps en temps, de moins en moins. Non, franchement, je me suis fait d'autres amis et tout. Bon, voilà. Et puis un peu par hasard, un jour, je me dis, bon, il faut quand même que je revive un peu quand je commence à avoir un peu le moral. Alors je m'inscris sur une application de rencontre. À l'époque, c'était, il y avait Mythique et il y avait... Adopte un mec, non? Non? Ah, est-ce que c'était Adopt? C'était un Il y avait truc, Adopt, Mythique. Moi, j'ai jamais connu ce truc. Ah ouais, mais moi à l'époque, je me disais comment je fais pour rencontrer des gens, quoi. Le soir, j'étais claquée, je pouvais pas laisser le gamin seul et aller sortir, donc voilà. Et je commençais à écrire à des gens. Après, très vite, je voulais les rencontrer. Alors, il y a le mec qui mettait une photo de lui. T'as l'impression qu'il faisait 1m90. Il arrivait avec des talonnettes. Il en faisait 1m50 avec les talonnettes. T'as celui qui mangeait, qui en foutait partout. Oh là là, c'était un peu des cassos, pardon, mais si vous m'entendez. C'était un peu des cassos. Ou celui qui a mis la photo de lui il y a 10 ans. Au début. Ouais, mais souvent, il mettait des photos d'autres gens. Ah ouais, faut se remettre dans le contexte. Les gens, c'était très nouveau. C'était pas dans les mœurs. Donc, c'était compliqué. Donc, j'ai abandonné ça. Mais j'avais créé une adresse spéciale pour ce truc-là. C'était Chéri quelque chose, je sais plus, Chéri 1900 quelque chose. Et un jour, je reçois un mail sur ma boîte Yahoo Chéri et qui dit bonjour Aminata ou je sais plus quoi. Enfin voilà, dans mon souvenir, c'est comme ça en tout cas. Et je dis ah mais tu t'es trompé d'adresse et tout. Il me dit mais non, mais si. Ah ben si. Donc il a tapé manuellement, il s'est trompé. On a commencé à discuter et c'était mon ex-mari. Enfin c'est celui qui allait devenir mon mari. Dingue. Dingo. C'est drôle. Ouais, surtout que je lui dis envoie-moi une photo de toi et quand j'ai revu la photo, je me suis dit bon, ça va. Parce qu'on échangeait, c'était sympa et tout, je me suis dit ah là là, ça peut-être un gars et tout. Et en vrai quand j'ai vu sa photo, je me suis dit non, je vais pas pouvoir ça va pas pouvoir, c'est pas mon type de mec quoi. Et si quand même quand on se voit en vrai, on finit par tomber amoureux et voilà.